Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré à la gouvernance d'entreprise. Au cours de cet épisode 2, nous allons faire un focus sur l'entreprise familiale au travers de sa gouvernance, de la gouvernance familiale et d'un outil qui lui est dédié, qui est la charte de famille. Je suis Joëlle Ciblot, directrice de l'ingénierie patrimoniale du CIC Nord-Ouest. Bonjour à tous, je suis Caroline Lebiez, fondatrice de Ma Gouvernance. Bonjour, Philippe Hervé Blouin, je suis le PDG de la Flandre Assurance. Alors, les entreprises familiales, vous le savez, sont un pilier de l'économie et elles ont pour particularité de véhiculer, de promouvoir des valeurs éthiques extrêmement importantes qui font partie de leur projet d'entreprise. Et la charte de famille est un outil qui permet de construire cette gouvernance familiale et d'assurer la cohésion de la famille. Elle fait donc partie d'un processus dynamique de construction de cette gouvernance familiale. Nous vous proposons au cours de l'heure que nous allons passer ensemble d'étudier ces sujets. Alors, cette heure sera décomposée en 3 parties. La première, 30 minutes exposées par Caroline et moi-même. 15 minutes que nous consacrerons à notre témoin, Monsieur Philippe Hervé Blouin, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, 15 minutes laissées aux questions-réponses. Vous en avez l'habitude. Lors de notre exposé, vous pouvez poser vos questions, réagir dans la zone de questions-réponses qui se situe en bas de votre écran. Je vous indique également que ce webinaire est enregistré et que vous recevrez le replay sur les adresses qui vous ont servi à vous connecter aujourd'hui. Voilà, sans plus attendre, je vous propose que nous rentrions dans le vif du sujet. Alors, j'ai un souci parce que ça ne passe pas. Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire dédié à la gouvernance familiale. Alors avant de commencer directement sur la charte familiale, nous avons voulu faire un rappel contextuel de ce qu'est une entreprise familiale. La charte familiale, c'est un outil au service de la gouvernance de la famille, mais c'est un outil parmi tant d'autres. Et il nous semblait important, avant de parler très spécifiquement de ce qu'est une charte, de faire un focus sur la mise en place de la gouvernance familiale et ses bénéfices à proprement parler. Alors, en préambule, ce qu'on a voulu vous remettre sous les yeux, c'est les spécificités de l'entreprise familiale, puisque les entreprises familiales ne sont pas totalement des entreprises comme les autres. Qui dit entreprise familiale dit rencontre de 2 mondes, celui de la famille d'un côté et celui de l'entreprise de l'autre. Et à cette intersection-là que vous voyez entre ces 2 cercles, on va retrouver 2 critères communs qui sont d'une part la détention majoritaire d'un patrimoine et un second critère qui est l'approche multigénérationnelle. Et donc c'est pour ça qu'on va faire une distinction et qu'on parlera tantôt de famille entreprenante, quand vous vous situez à gauche du cercle, sur le côté famille, ou tantôt d'entreprise familiale à droite du cercle. En fait, ce sont bien 2 entités différentes, même si elles sont complémentaires et bien évidemment reliées l'une à l'autre. Donc, une entreprise familiale, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une entreprise qui est détenue majoritairement par une famille sur plusieurs générations, tandis que quand on va parler de famille entreprenante, on parlera plutôt d'abord d'une famille qui est majoritairement propriétaire d'une ou plusieurs entreprises sur plusieurs générations. Et ce qu'on voit, c'est que le monde de l'entreprise et le monde de la famille, ils ont des points communs, des valeurs qui s'expriment différemment. Par exemple, quand on va parler de moteur familial, on va parler de moteur affectif, alors que dans l'entreprise, le moteur sera celui de la performance. Dans la famille, les modes de fonctionnement vont plutôt être des modes de fonctionnement qui vont être propres à chacune des familles. Dans l'entreprise, on va plutôt valoriser le leadership.
les valeurs de la famille, c'est plutôt l'égalité entre les membres, le partage. Dans les entreprises, la valeur va plutôt être tournée vers l'ambition. Voilà. Dans les familles, on communique rarement, les familles entreprenantes communiquent rarement sur ce qu'elles sont, alors que dans l'entreprise, cette communication, elle est publique, elle est visible. Donc, on voit en fait que ces deux mondes sont perméables et on comprend que des rôles différents existent dans l'entreprise familiale et qu'il est normal que les points de vue des membres de la famille ne soient pas les mêmes selon qu'ils résonnent comme actionnaires, comme membres de la famille ou comme dirigeants. Et donc, ce qui est difficile dans l'écosystème d'entreprise familiale, c'est que certains membres de la famille ont cumulé les casquettes et qu'en fonction de leur rôle, de leur position, il faut réussir et s'efforcer de les distinguer. Par exemple, quand je parle en tant que leader familial, est-ce que je parle comme un parent ou comme un enfant ou est-ce que je parle comme une dirigeante? Est-ce que ma volonté dans la transmission, c'est plutôt de réaliser un désir d'y voir grandir mes propres enfants ou est-ce que ça va être lié au fait d'avoir le meilleur candidat possible? Et donc, c'est pour ça qu'il convient de bien organiser les relations et de réfléchir en amont, notamment lorsque l'entreprise va passer de la main du fondateur à celle des générations suivantes, d'un point de vue opérationnel ou d'un point de vue de la propriété. Donc, la réflexion sur l'évolution des rôles, elle va inévitablement devoir se poursuivre dans le temps au fur et à mesure que l'entreprise se développe et que la famille s'agrandit. Vous voyez ici, à l'origine, on a un fondateur qui concentre entre ses mains le patrimoine, qui forme une famille, en général une famille nucléaire, et qui est propriétaire d'une ou plusieurs entreprises. Et donc, quand le fondateur va décéder ou va faire le choix de transmettre à ses enfants, on voit que la famille va s'élargir parce qu'il va y avoir des petits-enfants, il va y avoir des conjoints, donc ça va aussi élargir potentiellement le cercle des actionnaires. L'entreprise, en principe, est quand même plutôt amenée à croître. Et donc, on va voir qu'il va y avoir une certaine dissociation entre ces cercles et donc un fort enjeu pour maintenir un alignement entre la vision des actionnaires, la vision de la famille et celle de l'entreprise. Et donc, ce défi, il va se matérialiser notamment au moment de la transition d'une génération à l'autre. Sans succession, on sait que l'histoire de l'entreprise familiale va s'arrêter. Et donc, aujourd'hui, on sait que les entreprises familiales doivent se réinventer à chaque génération, que ce soit pour la direction de l'entreprise ou pour l'organisation des actionnaires et de la famille. On sait qu'en France, on a un taux de transmission qui est assez faible, qui est de 17%, et seulement 1% des entreprises familiales survivent lors de la transmission de la 3e à la 4e génération. Et donc, pour réussir une transmission, pour que l'entreprise reste dans le giron familial au niveau de l'actionnariat, ce n'est pas une chose très facile. Cependant, il y a des leviers qui permettent de favoriser cette réussite et il passe notamment par la structuration de la gouvernance, à savoir entretenir les relations familiales, créer une cohésion familiale et transmettre l'histoire de l'entreprise et de ses valeurs. Et si ce travail de transmission de réflexion n'est pas effectué en amont, l'entreprise risque de voir les conflits familiaux s'envenimer et d'être cédée à l'extérieur de la famille. Donc, il faut absolument être conscient de ces risques et travailler sur sa gouvernance familiale pour les prévenir. Il faut savoir également qu'il n'y a pas une entreprise familiale qui ressemble à une autre, mais que toutes quand même connaissent ce défi de la transition intergénérationnelle. Donc, en définitive, on voit que dans ce monde de l'entreprise familiale, il est tout aussi important de penser à organiser les modes de relation entre la famille et l'entreprise, car on sait que si la famille est une chance pour l'entreprise, son plus grand risque est aussi la famille. Donc, il faut absolument gérer ça de manière professionnelle. Merci Caroline. Alors effectivement, comme on le dit, la famille peut être un souci dans le sens où il va falloir finalement trouver des solutions pour assurer, maintenir cette cohésion entre ses membres. Et dès lors que la gouvernance familiale qui est mise en place est trop rigide, qu'elle est mal calibrée, qu'elle est surtout pas partagée par l'ensemble des membres de la famille, en fait, elle peut plus nuire à l'entreprise que lui apporter. Alors, nous avons souhaité faire un focus sur certains enjeux en fait de cette gouvernance. Ils sont évidemment pas exhaustifs, mais à partir du moment où on est conscient de ces problématiques-là, eh bien, ça permet d'être un petit peu plus vigilant et d'éviter certains écueils. Voilà. Donc, on vous propose d'en regarder quelques-uns.
au niveau de ce slide-là. Le premier, et qui évidemment est la clé de voûte des enjeux de l'entreprise familiale, c'est disposer d'une vision intergénérationnelle. C'est important parce que dès lors que la construction de la gouvernance familiale est faite, est initiée par les ascendants, qu'en fait la vision est imposée par les générations qui sont aux commandes, et que finalement elle est érigée comme un principe qui doit être appliqué par tout le monde, là, ça ne peut pas marcher parce que finalement les autres membres de la famille qui sont un petit peu plus jeunes ou un petit peu moins dans l'entreprise, mais finalement ils ne s'identifient pas à ça, ils ne se l'approprient pas. Et ils voient plutôt ça comme des valeurs du passé ou quelque chose qui est une contrainte. Donc là, on a fait finalement pire que mieux. Et au final, on a un risque que l'affectio familiae, c'est-à-dire que le projet de la famille qui est lié à l'entreprise, un projet commun, finalement disparaisse. Alors, une des solutions qu'on peut envisager, c'est la formation finalement de la génération future, ce qu'on appelle les next gen, pour finalement encourager leur intégration, encourager également leur implication, mais également ça consiste à les questionner et à leur faire eux-mêmes porter finalement le projet et construire selon leur mode, leur nouveau mode pour venir compléter les modes qui existaient auparavant. Alors cela, ça va finalement donner de la légitimité à la gouvernance, parce que du coup, tout le monde va pouvoir trouver son rôle et avoir une réelle posture finalement d'actionnaire, mais également d'actionnaires appartenant à la famille. Et ça, c'est important parce qu'on aura bien cette imbrication entre les deux. Alors, pour aider à cette formation, on peut évidemment demander l'aide de personnes extérieures parce que ça va finalement apporter une vision complémentaire des situations. Ça va également avoir pour mission de tempérer aussi certaines relations, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, l'entreprise familiale est un lieu d'émotion, beaucoup. Donc, avoir une personne extérieure permet d'avoir cette faculté de tempérance et également d'apporter une certaine objectivité par rapport aux situations. Alors, la formation, évidemment, elle va porter sur l'apprentissage du métier et de tout ce qui concerne l'opérationnalité de l'entreprise, mais justement, pas que, elle doit également porter sur la prise de conscience de chacun des membres de ce que représente la famille, c'est-à-dire ce capital, en fait, un peu immatériel, que représente la famille et qui est tout aussi important. Et pour ça, il va falloir former sur l'histoire de la famille, c'est-à-dire quel est le fondement finalement de la création de l'entreprise, sur l'ADN de la famille, quelles sont finalement les caractéristiques fondamentales qui portent les valeurs, qui portent l'identité, qui portent tous les codes de la famille, puis aussi les former sur indiquer en fait pourquoi la famille finalement est aussi forte et peut-être aussi résiliente par rapport à des situations. Et également, on va avoir tout ce qui est le rôle sociétal, environnemental que peut porter la famille au travers de l'entreprise. Donc, en conclusion sur ce point-là, vous l'avez compris, c'est quand même très, très important d'imbriquer, d'appliquer tout le monde, tout simplement parce qu'on n'hérite pas forcément du métier de ses parents, puisque les trajectoires dans les familles peuvent être diverses et variées. Par contre, on peut parfaitement hériter des valeurs et même en ne travaillant pas dans l'entreprise et porter ces valeurs en tant qu'actionnaire d'entreprise familiale. Donc, vous voyez, c'est un véritable enjeu pour cette cohésion familiale. Un deuxième point qui est important, c'est connaître la dimension patrimoniale de l'entreprise. Alors là aussi, c'est avoir conscience de ce que vaut l'entreprise et du poids qu'elle représente dans un patrimoine. Ça peut éviter certains déchirements au niveau de la famille. Parce que c'est souvent à l'occasion de transmission, de succession ou éventuellement d'ouverture de capital qu'on est forcé de faire une évaluation de l'entreprise. Et là, quelque part, ça arrive finalement parfois en pleine figure de certaines branches familiales qui n'avaient pas forcément conscience de cela. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'il y a certaines crispations qui vont se produire, notamment quand on est au décès, par exemple, du fondateur ou de la personne qui vraiment mène l'entreprise et la famille. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des révélations de certaines velléités de venir dans l'entreprise, certaines crispations, certaines jalousies. Et donc, c'est ça qu'il va falloir, on va pouvoir essayer de désamorcer dès lors qu'on pourra communiquer sur cette valeur d'entreprise. Alors, quand je dis valeur d'entreprise, ce n'est pas simplement la valeur financière de l'entreprise,
c'est aussi tout ce qui la valeur, évidemment, puisque c'est quand même le sujet du jour, c'est les valeurs éthiques, les valeurs fondamentales, les valeurs qui lient la famille également. Alors, la difficulté est là sur un plan financier, mais qui est caractéristique des entreprises familiales, c'est les méthodes d'évaluation, parce que comment on peut pas toujours utiliser les méthodes d'évaluation traditionnelles. Pourquoi? Parce que dans les entreprises familiales, souvent, elles ont beaucoup de fonds propres, tout simplement liés au fait qu'elles ont peu d'endettement, et puis que la politique de distribution des dividendes est souvent assez faible, et donc tous les résultats, finalement, restent dans l'entreprise. Et le fait que ces entreprises ont énormément de fonds propres fait que finalement, elles peuvent valoir très cher et qu'il n'y a pas forcément de nécessité à avoir tout ce cash à l'intérieur. Et puis, après, il y a aussi tout ce qui concerne la politique de rémunération. Dès lors que les postes de direction sont investis par des membres de la famille, eh bien, on peut avoir des rémunérations qui vont être soit trop élevées, soit trop faibles par rapport au rôle, aux compétences. On abordera tout à l'heure l'importance des compétences aussi pour assumer les rôles, des rôles finalement de ces membres de la famille dans l'entreprise. Et puis, on peut avoir la notion de conjoint aidant qui n'est pas rémunéré, ou alors davantage en nature également. Et là, on va avoir une structure de charge qui n'est pas forcément normative. On peut également avoir une appréciation des biens qui composent le patrimoine un peu biaisée. Je vais prendre d'une façon très caricaturale. Vous avez le siège historique d'une entreprise. Eh bien, pour la famille, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du patrimoine, de l'histoire, etc. Et qui, aux yeux, de façon émotionnelle, vaut cher, alors qu'en pratique, sur une valeur marchande, eh bien, c'est un bâtiment qui va nécessiter des travaux, qui va être peu adapté. Et puis enfin, un dernier point, c'est la vision des participations minoritaires. Dans un cas, on peut se dire, la participation minoritaire, excusez-moi, on va très vite pour parler. La participation minoritaire, eh bien finalement, comme elle a peu de pouvoir, peu de représentativité, eh bien, on va lui appliquer une décote. Or, finalement, ces participations minoritaires, dans certains cas, elles peuvent valoir plus cher parce que elle va pouvoir être bloquante par rapport à une décision stratégique. Donc, globalement, vous voyez que la connaissance de la valeur de l'entreprise va être source de cohésion de la famille parce que du coup, ça va éviter des surprises à un moment donné qui est déjà un moment critique pour l'entreprise. Et donc, du coup, à partir du moment où on va informer sur cette valeur-là et que l'ensemble des membres de la famille vont se dire, bah oui, finalement, c'est un projet qui vaut le coup et ça vaut certains sacrifices, notamment peut-être moins dividendes, et bien du coup, on va éviter d'avoir ces soucis-là et les générations futures qui vont venir vont pas avoir une fausse idée de la valeur de l'entreprise. Voilà, j'espère que j'ai été claire parce que ça va très très vite. Un autre point qui est avoir et faire vivre ces valeurs. Alors en avoir, c'est vrai que les entreprises familiales traditionnellement en ont beaucoup, je l'ai dit en introduction, mais à côté de ça, il faut quand même à un moment donné aussi les faire vivre. Et les faire vivre, ça veut dire que ce qui était valable autrefois n'est pas forcément valable de la même manière actuellement. Et pour impliquer les générations dans ces valeurs-là et dans ce projet familial, ce projet de gouvernance familiale, il faut que finalement cette gouvernance elle soit ouverte et flexible. Il faut réalimenter donc à chaque fois de projets et de valeurs. Et je le disais déjà tout à l'heure, c'est faire participer, faire de la co-construction avec les autres générations. À défaut, les membres de la famille peuvent complètement se désengager. Et du coup, le risque, c'est qu'il y a un terme finalement qui soit mis à la gouvernance familiale parce que finalement, il n'y a plus personne pour l'assumer et puis pour la faire vivre. Et donc, dans ces cas-là, déjà, il y a une dispersion naturelle qui peut se produire parce qu'il y a des membres de la famille qui ne vont pas venir travailler dans l'entreprise. Mais si en plus, il n'y a pas de vie dans l'entreprise, eh bien finalement, le seul lien qu'a la famille avec l'entreprise, c'est la perception de dividendes. On a vu que la perception de dividendes n'était pas toujours importante. Donc, une des solutions, c'est peut-être aussi être d'assurer une liquidité des titres pour permettre à un certain membre de la famille qui veut sortir de l'entreprise de pouvoir le faire et à d'autres finalement de reprendre les titres et de constituer un noyau dur qui, lui, va être engagé dans cette gouvernance familiale, engagé dans ce projet d'entreprise lié à la famille et donc du coup de pouvoir continuer l'ensemble des projets. Donc vous voyez, l'objectif c'est que tout ça s'enrichisse au passage des générations plutôt que ça se délite. Et enfin, un autre point important, c'est la communication, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure. Cette communication, elle va porter à la fois sur ce que représente la gouvernance de la famille, tout ce qui est lié au relationnel, à l'émotionnel, mais également tout ce qui va être lié
à la gouvernance de l'entreprise qui va être beaucoup plus rationnelle, opérationnelle, et Caroline le disait tout à l'heure. Donc, il faut avoir cette vision duale de ces deux gouvernances qui vont travailler ensemble. Et donc, il faut définir les termes finalement de cette information, de cette communication, pour que ce qui soit communiqué finalement soit utile à tout le monde et pertinent. Et là, toujours dans le respect finalement du secret des affaires, évidemment, et du respect aussi de la vie personnelle du dirigeant et de sa famille. Et pour ça, selon la taille de l'entreprise, on va avoir des méthodes un peu différentes. Si l'entreprise est de petite taille, on va pouvoir faire cette communication, cette information au cours de repas, par mail, par courrier. Par contre, si l'entreprise est beaucoup plus grosse, il y a beaucoup plus de membres de la famille, bien, il va falloir la structurer un tout petit peu plus, notamment par des assemblées familiales ou des conseils de famille. Voilà, donc autre point sur la communication, je veux juste insister sur un point concernant à nouveau les valeurs, parce que beaucoup d'entreprises familiales elles ont du mal à communiquer sur leurs valeurs. On communique sur les produits, pas de problème, mais vraiment sur ce qui est leur ADN, leurs valeurs. Alors que finalement, c'est souvent par discrétion, hein, mais souvent, c'est quand même un très bon argument à faire valoir. Pourquoi? Parce que ça crée de la crédibilité, de la confiance, parce que lorsqu'une entreprise est dirigée depuis X générations par la même famille, et bien finalement, on va avoir une sorte le passé va rassurer et le produit souvent va incarner la famille. Attention quand même à avoir un équilibre entre tradition et innovation parce que sinon on risque de paraître un peu vintage et il ne faut pas non plus trop de personnification, c'est-à-dire s'il n'y a qu'un membre de la famille qui incarne ces valeurs-là, le jour où il disparaît, on a un problème de succession finalement. Donc il faut aussi que cette personne, s'il y en a une, soit entourée pour porter l'ensemble de ce projet. Donc il faut définir un leader, mais également d'autres membres de la famille qui vont venir l'aider, et l'aider à la fois sur des sujets techniquement, mais aussi financièrement, et on le verra aussi, c'est qu'il faut allouer aussi des moyens pour pouvoir mener à bien cette gouvernance familiale. Et puis, l'aider aussi à rassembler tout le monde pour qu'il y ait l'adhésion globale. Alors, un dernier point, c'est le risque de rester auto-centré sur les membres de la famille. Je vais passer très très vite parce que le temps tourne. En fait, les entreprises familiales ont souvent tendance à rester auto-centrées sur les membres de la famille et à donner les postes stratégiques aux membres de la famille. Or, en fait, ça empêche d'avoir du sang neuf dans les entreprises familiales. Donc, il ne faut pas se priver de ça. Et à un moment donné, il faut aussi penser à ouvrir le capital de l'entreprise. Et quand on l'ouvre à des personnes tiers, il va falloir leur expliquer également ce que sont les valeurs de l'entreprise pour qu'eux-mêmes puissent y adhérer. Sinon, le risque, c'est qu'ils partent. Donc, attention, il faut aussi penser au niveau des entreprises familiales à apporter du sang neuf par des outils de fidélisation, de management package traditionnels qui peuvent être notamment lorsqu'on a une liquidité sur une branche qui veut sortir, eh bien, on peut utiliser ces titres-là dans le cas de management package pour les distribuer à des tiers. Donc, vous l'avez compris, la gouvernance familiale, c'est un processus long. Il y a des petites embûches qu'il faut essayer d'éviter. Et il faut vraiment la structurer pour justement la faire perdurer. Et alors, sans transition, je vais passer la parole à Caroline qui va nous parler justement d'un outil qui permet de structurer cette gouvernance familiale et d'assurer la cohésion de la famille. Merci. Et alors, comme Joël l'a dit, en fait, c'est vrai que la charte familiale, c'est un outil qui vient en aboutissement en fait, d'un travail au préalable de la gouvernance. Parce que mettre en place une charte familiale, si on n'a pas réfléchi en amont sur les valeurs et les objectifs de la famille, le risque, c'est que les choses restent finalement lettres mortes. Donc, vraiment, le message qu'on veut vous faire passer ici, c'est pas de vous donner des leçons quoi que ce soit, mais c'est de vous dire, avant de vous lancer dans un processus de rédaction de charte, parce qu'on entend parfois des gens qui viennent et disent oui, je veux absolument une charte, j'ai mis la charte, tout va bien. Non, c'est d'abord travailler sa gouvernance, parce que ça va permettre de définir les valeurs et les objectifs de la famille, ça va permettre de créer et de renforcer l'unité familiale qui est parfois perdue, et de promouvoir un actionnariat qui est stable et motivé. Et une fois qu'on se sera penché, on pourra formaliser ces règles de fonctionnement au sein d'une charte. Donc, une charte, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas cet outil? C'est une déclaration écrite qui va définir à la fois les valeurs et les objectifs de la famille,
les règles de fonctionnement au sein de la famille et vis-à-vis de l'entreprise et aussi, pourquoi pas, du patrimoine familial, les rôles, la composition et le pouvoir des organes familiaux qui vont permettre de mettre en œuvre cette gouvernance. C'est un contrat moral, hein, on va parler de constitution familiale qui n'a pas vraiment de valeur juridique intrinsèque et qu'on doit aussi relier quand même aux statuts et aux pactes qui peuvent exister parce que si la charte est complètement en incohérence avec le statut et les pactes de la société, c'est pareil, il y aura forcément un moment un dysfonctionnement. Donc, mais il faut savoir que cette charte, elle peut vivre aux côtés des statuts et des pactes de la société. Alors, mettre en place une charte, une fois qu'on a travaillé sa gouvernance, c'est une bonne chose, mais il faut savoir que la mise en place d'une charte, il faut qu'elle intervienne aussi en fonction de la maturité de la famille et de l'entreprise. En fait, au stade... Merci. Au stade de la génération 1, on se trouve sur un fondateur unique qui est plutôt solitaire, qui prend ses décisions rapidement. Au stade de la deuxième génération, on arrive sur des partenariats entre frères et sœurs. Et puis au stade 3, la famille s'est agrandie et on arrive sur ce qu'on appelle la confédération de cousins. Et en fait, en fonction de chacun des stades de la composition de la famille et de la composition de l'entreprise, on va voir qu'il y a des risques qui sont associés. Un fondateur qui reste dans l'entreprise avec une génération 2, génération 3 au pouvoir, on voit qu'il va y avoir des risques qui vont être associés. Ça va être peut-être l'abus de pouvoir du fondateur, cette dépendance à ce fondateur, le risque de succession. S'il y a un accident, on a un homme clé et on ne sait pas ce qui se passe. Lorsqu'on va arriver sur une structure plus de partenariat de frères et sœurs, c'est à ce moment-là qu'on va voir les rivalités qui vont émerger, des conflits d'intérêts entre les actionnaires passifs et les actionnaires actifs, parce qu'on peut avoir un actionnaire qui reprend l'entreprise, qui vient y travailler, puis des frères et sœurs qui sont à côté, qui n'y sont pas. Et puis, au stade de la génération 3, sur la génération des cousins, on va apporter les conflits latents ou exprimés par la génération 2. Et puis, c'est souvent à ce moment-là aussi qu'on voit apparaître une problématique qui est le manque d'esprit entrepreneurial, puisqu'on sait que les entreprises qui arrivent à se pérenniser dans le temps ont quand même tout ce point commun, c'est que à chaque génération, elles développent une orientation entrepreneuriale distinctive. Et donc, la charte familiale, elle va, je crois vraiment, bien trouver sa place au moment où la génération 2 arrive dans l'entreprise et elle devient indispensable quand la génération 3 est actionnaire. La génération 3, on va dire, oui, voilà, et plus. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que on peut travailler sa gouvernance sans charte jusqu'à la génération 2. À la génération 2, on commence à mettre une charte qui est toute simple. Tu peux faire simplement une page avec quelques règles énoncées. Et puis, quand la famille va s'agrandir avec une vraie volonté de garder le plus grand nombre d'actionnaires autour de ce projet d'entreprise, là, on va voir qu'il va falloir l'étoffer pour régler un certain nombre de sujets, ou en tout cas les anticiper. Alors, quelles sont les étapes pour rédiger une charte? La première chose à faire, je crois, c'est déjà d'abord de poser un diagnostic en amont de ce qui fonctionne bien dans la famille-entreprise. Moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut d'abord regarder les choses positives et pas le négatif, parce que c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est qu'est-ce qui fonctionne bien dans notre famille, qu'est-ce qui fonctionne bien dans notre entreprise. Et puis après, on va aller sur ce qui fonctionne moins bien. Et c'est vrai que ça existe dans toutes les familles. Il y a toujours des sujets de tension, de conflit. C'est comme ça. C'est la vie. Il faut absolument faire avec et pas les mettre sous le tapis. La deuxième étape, ça va être de mettre en place une équipe de travail. Alors, sur une petite famille, tout le monde peut y participer. Puis, quand on est sur une famille élargie, on va essayer d'impliquer le plus grand nombre pour que la diversité familiale soit plutôt représentée. Et puis ensuite, on va identifier les sujets à traiter. Alors, ils sont pas exhaustifs. Vous pouvez en traiter bien plus que ça si vous voulez. Mais je crois quand même que la première chose à faire, c'est d'abord d'avoir un focus sur l'histoire familiale. Parce qu'en fonction des branches des familles, l'histoire, elle est toujours perçue en fonction de ce qu'on nous a raconté, de ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu quand on était petit. Et je crois que pour faire un trait d'union vers le futur, il faut que la famille s'accorde quand même sur cette histoire familiale de l'entreprise. Donc, on va, dans cette histoire familiale, rappeler l'histoire du fondateur, comment l'entreprise s'est créée. Et puis ensuite, on va commencer à s'interroger aux valeurs fondamentales de la famille et de l'entreprise pour écrire ensemble une vision familiale. Je dis bien une vision
familiale, une vision d'entreprise, vers quoi la famille veut tendre, ce qu'elle veut représenter et pour qui, pourquoi les membres de la famille souhaitent rester ensemble pour les prochaines années. Ensuite, on va avoir un deuxième item sur lequel on va parler, c'est les organes de gouvernance. Donc ça va être, on va dire, le fonctionnement. Donc, est-ce qu'on met en place une assemblée familiale, un conseil de famille, des comités? Est-ce qu'on est plutôt une grande famille avec un niveau patrimonial très étendu? Puis dans ces cas-là, on crée notre family office, on fait appel à un family office. Voilà. Et donc on va dédier ce sujet de réflexion autour de qui peut y participer, comment on compose nos organes, comment ils fonctionnent aussi en lien avec l'entreprise, quelle articulation le conseil de famille va avoir avec le conseil d'administration, parce qu'il est quand même important, même si on doit bien séparer les rôles, que les actionnaires familiaux puissent transmettre leur vision à l'entreprise pour qu'il y ait toujours cet alignement qui reste en place. En troisième sujet, on va pouvoir traiter de l'employabilité. Est-ce que les membres peuvent participer en tant que membre de la famille à l'entreprise? Est-ce qu'ils ont un droit prioritaire ou non? Est-ce que on demande aux membres de la famille avant de rentrer sur un poste stratégique ou pas, d'aller se faire une expérience dans une autre entreprise, ce qui est plutôt valorisé dans les entreprises familiales. Comment on participe au conseil d'administration d'entreprise, au COMEX? Quelle rémunération, mode de rémunération on prévoit pour les membres familiaux? Voilà, ça c'est des sujets qui peuvent être traités dans cette partie employabilité. Sur l'actionnariat, alors ça peut déjà être prévu dans un pacte d'actionnaire, mais on peut très bien se poser la question de qui peut être actionnaire, à partir de quel âge? Est-ce qu'on autorise les conjoints à être actionnaires ou pas? Est-ce qu'on les considère comme des membres de notre famille à part entière? Comment fonctionnent les assemblées? Comment est-ce qu'on va réfléchir à la transmission des titres? Donc ça, c'est important pour que les générations suivantes puissent se sentir aussi concernées par le sujet d'entreprise, en se disant, oui, dans notre famille, on a tendance à favoriser le démembrement de propriété pour permettre aux plus jeunes de devenir actionnaires dans un premier temps, voilà, simplement nue propriété, mais pour lui faire prendre conscience qu'il est aussi détenteur d'un patrimoine. Et puis, on va aussi pouvoir parler de liquidité. Comment est-ce qu'on s'organise pour favoriser la liquidité? C'est vrai que quand on passe sur des stades de TI avec des générations 3, des générations 4 qui arrivent, il y a des actionnaires familiaux qui ne souhaitent plus rester. Et on sait que c'est un sujet de pouvoir laisser la porte ouverte pour, en cas de besoin, pouvoir sortir de l'entreprise. Et puis, on va aussi se poser la question des engagements de la famille. Est-ce que la famille a le souhait de s'engager envers la société, donc plutôt dans son ensemble, à travers des projets philanthropiques? Il y a des familles qui font ça très bien, qui mettent en place des fondations. Il n'y a pas besoin d'être une grande fortune pour commencer à y réfléchir. On peut très bien unir la famille autour d'un projet très simple, mais qui va être un marqueur de ce fait que on a une responsabilité aussi en tant que famille, et donc on souhaite marquer cet engagement. Ça peut être aussi un engagement en se disant qu'on va aider, par exemple, des entreprises qui vont être des jeunes startups dans un secteur proche de notre activité ou pas d'ailleurs, à se développer, et donc l'entreprise va allouer un budget pour les aider. Et puis, je crois qu'il est important aussi de sensibiliser les générations suivantes et actuelles en maintenant ce qu'on appelle un affectio, pour intéresser les membres de la famille au sujet de l'entreprise. Et donc, pour ça, on va pouvoir mettre des petites choses en place, c'est-à-dire organiser de temps à autre une formation, une visite d'entreprise, une visite des locaux, aller à la rencontre d'autres entreprises pour susciter de l'intérêt. Alors, c'est vrai que il y a des entreprises où c'est beaucoup plus facile. Quand vous fabriquez, vous vendez du champagne, c'est toujours plus simple que quand vous vendez, je sais pas, de la robinetterie, ou vous êtes sur des sujets plus techniques. Mais je pense que c'est important de maintenir ces rendez-vous annuel ou biannuel, où vous allez vous retrouver tous ensemble pour vous fédérer autour de sujets. Et puis le dernier point sur lequel il faut insister, c'est prévoir aussi dans la charte les modes de résolution de conflits, puisque il peut y avoir des conflits. Donc avoir quelqu'un qui joue le rôle de médiateur externe à la famille, c'est toujours une bonne chose.
Donc voilà ce qu'on peut dire sur la charte familiale. On pourrait en dire encore beaucoup de choses, mais voilà, globalement, ce qu'il faut retenir sur la gouvernance familiale et la charte familiale, c'est que il n'y a pas de modèle unique de gouvernance familiale. Chaque entreprise trouve sa propre voie. C'est important quand même de se faire aider, mais il n'y a pas un modèle. C'est bien à vous de trouver le vôtre. Ce qui est important, c'est que quand on commence à réfléchir à sa gouvernance familiale d'entreprise, il faut identifier des personnes clés dans la famille. Et il faut savoir que quand on lance ce sujet, quelque part, il n'y a presque pas de point de non-retour. Il faut avancer dans le temps. Et donc pour ça, il faut se donner du temps et des moyens. Mettre en place une gouvernance familiale, ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Ce sont des processus qui sont itératifs, qui évoluent dans le temps. Et je crois aussi qu'il faut y mettre un peu de moyens financiers, parce que si vous voulez organiser des événements où vous allez réunir les membres de votre famille, c'est toujours mieux de trouver un lieu extérieur. Bon voilà, on n'est pas obligé d'avoir des budgets démentiels, mais commencez petit à petit avec des petits moyens qui vous permettent de faire des choses un petit peu de temps en temps extraordinaires et qui mettent de l'animation pour les actionnaires familiaux. Savoir faire vivre et faire évoluer sa charte et sa gouvernance, ça, je crois qu'on l'a bien dit. Il ne faut pas que ce soit figé, il faut que ce soit évolutif. Il y a même des familles qui laissent la charge à la génération suivante de prendre en main la charte parce qu'ils considèrent que ce sont eux qui vont être propriétaires de l'entreprise. Je trouve que personnellement, c'est plutôt une bonne idée. Ça se fait pas sans coupure et sans lien avec la génération précédente, mais c'est vrai que cette génération-là, elle a de nouvelles préoccupations, de nouvelles attentes, et donc lui laisser la main, c'est aussi faire preuve de confiance et lui donner aussi ce pouvoir de s'investir. Et puis enfin, impliquer le plus grand nombre dans la gouvernance. Je crois vraiment qu'il ne faut pas que ce soit le précaré d'une seule ou deux personnes. Il faut au contraire, faut que ce soit structuré, et puis il faut que les gens qui s'impliquent le fassent vraiment. Mais je pense qu'il faut inviter le plus grand nombre à donner ses idées, s'exprimer pour que les choses évoluent dans le bon sens. Voilà, écoutez, merci pour votre attention. Alors, nous avons la chance d'avoir Monsieur Philippe Hervé Blouin qui nous a fait la gentillesse de venir illustrer l'ensemble de ses propos par son vécu personnel pour son entreprise, sa famille. Donc, Monsieur Blouin, est-ce que vous pouvez nous présenter votre famille, votre entreprise ? Oui, je vais vous présenter mon entreprise. Donc, c'est une entreprise qui a été créée par mon grand-père, Robert Blouin, en 1929. En fait, cette entreprise, il y a 5 dates. La première, c'est 1929. Donc, nous avons fêté il y a 2 ans nos 90 ans. Et cette photo que vous voyez sur vos écrans a été prise lors de ces 90 ans, où je suis avec mon fils et mon père. L'entreprise a été reprise ensuite en 1959 par mon père, donc Philippe, et son frère Jean. En 1988, mon père a créé la société de courtage La Flandre Assurance, que j'ai rachetée avec mon frère Antoine en 1994. J'ai travaillé pendant 35 ans avec mon frère Antoine, nous l'avons développé et nous avons créé 2 filiales où nous avons fait rentrer dans le capital des personnes extérieures à la famille, donc un événement important pour nous. Nous avons créé la filiale Flandre Assurance Construction, la filiale Flandre Assurance de personnes. Et ensuite, suite au départ de mon frère en 2018, donc c'est récent, nous avons, ma femme et moi, et puis mon frère aussi, qui a participé à cette décision, qui est associé avec moi, proposé à mon fils Vianney de racheter des parts de la société. Bon, mon activité, donc, c'est le courtage d'assurance. Et nous avons un créneau, c'est la PME, PMI familiale. Alors, donc, les problèmes de succession dans le cadre de mon activité, j'en ai entendu parler. Et j'en ai tiré une très longue expérience, une très bonne expérience. En termes de chiffres, donc, la société encaisse à peu près 40 millions d'euros de primes d'assurance, ce qui fait pour nous à peu près un chiffre d'affaires de 4,3 millions. Nous avons 35 personnes et le siège est à Marc-en-Barœul depuis 1981. Merci pour cette présentation. Alors, la question qu'on souhaitait vous poser, c'est en fait, pour vous, comment vous voyez l'articulation de la famille et puis de l'avenir de l'entreprise? En quoi est-ce pour vous important que on l'a vu par les chiffres que vous venez nous exposer, en quoi c'est important pour vous que cette entreprise reste familiale?
Alors, suite à ce qui s'est passé il y a 2 ans, où donc mon frère, pour des raisons personnelles, a dû quitter la région pour les problèmes de santé, nous avons été confrontés donc aux problèmes de succession. Heureusement, avec mon frère, nous en avions déjà parlé, puisque mon fils travaillait déjà avec nous. Nous avons estimé tous les deux que c'était quelqu'un qui pouvait reprendre l'entreprise. Alors, moi, personnellement, j'avais envie de poursuivre l'aventure de l'entreprise familiale, l'entreprise qui a été créée par mon grand-père. Bon, maintenant, c'est pas tout d'en avoir envie. Il faut aussi que derrière, il y ait des enfants intéressés. Nous avons la chance j'ai la chance d'en avoir. Donc, la première chose, c'est de confiance sur son business, sur son activité, parce que transmettre son entreprise et proposer à un de ses enfants de reprendre l'entreprise, c'est une lourde responsabilité, tant à la fois pour celui qui cède le pouvoir que pour celui qui va le prendre. Je me souviendrai toujours des propos de mon expert comptable lorsque j'ai racheté avec mon frère l'entreprise de mon père. Il m'a dit, maintenant que vous avez signé, si vous réussissez, on dira que c'est grâce à votre père. Si par contre, par malheur, vous vous plantez, vous aurez beaucoup de mal à vous en remettre. Parce que avoir la chance de reprendre une entreprise familiale, j'ai envie de dire, il faut connaître le succès, il faut réussir, parce que si malheureusement ça ne marche pas, bon, c'est très dur de rebondir après. Il y a une fierté de pouvoir transmettre ça à ses enfants, tout en sachant que c'est une très grande responsabilité. Donc, cette décision, on l'a prise avec ma femme et nous avons décidé de transmettre l'entreprise à nos enfants. Et c'est une opération qui s'est faite il y a 2 ans. Alors, on ne confie pas l'entreprise comme ça du jour au lendemain à un de ses enfants. Il y a des règles de base qui ont été décidées. La première règle de base, c'est que l'enfant devait réussir une expérience à l'extérieur pendant 3 ans, au minimum 3 ans. L'autre règle, 3 ans dans l'entreprise, voir comment ça se passait avec les collaborateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise, chez nous, il y a 35 personnes, donc on fait vivre 35 familles, donc encore une fois, c'est une lourde responsabilité. Et ensuite, le troisième souhait, c'est la volonté de l'enfant qui reprend de poursuivre cette aventure et voire éventuellement de la transmettre à un de ses enfants plus tard. Donc, c'est pas là pour faire un coût financier, c'est de la volonté de transmettre dans la durée l'entreprise à un de ses enfants. Et enfin, le dernier point qui n'est pas facile à résoudre, c'est une totale transparence à l'égard de nos autres enfants qui ne font pas partie de l'entreprise, non pas parce qu'ils ne veulent pas, enfin dans l'immédiat, ils ne le souhaitent pas, mais pas vis-à-vis d'eux, avec mon épouse, nous avons souhaité qu'il y ait une totale transparence concernant donc l'endettement que nous avons pris, concernant le choix de mon fils Vianney pour reprendre l'entreprise. Parfait, donc ça illustre bien tout ce qu'on a pu dire auparavant, parce qu'effectivement, vous écoutez, on se dit que vous êtes un passage de témoin finalement, de passage dans l'entreprise en fait. Pour le moment, je suis au milieu. Alors mon fils, je veux dire, la famille oui, tout à fait. Mon fils lui a décidé de s'associer avec une autre personne. Donc là aussi, encore ouverture du capital à quelqu'un d'extérieur à l'entreprise. Bon, nous avons estimé que c'était une bonne solution. La famille a estimé que c'était une bonne solution, donc nous l'avons accepté. C'est très bien. Et alors, un point que nous avons pas mal abordé lors de notre présentation, ça concerne les valeurs. Alors justement, pour vous, quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes à transmettre? Parce qu'on n'a pas transmis dans l'entreprise, mais également, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à vos enfants de ce côté-là? Ouais, c'est la valeur que j'ai partagée avec mon frère, avec qui j'ai travaillé. C'est la volonté de poursuivre le développement de l'entreprise dans le respect des collaborateurs. Si l'entreprise familiale réussit, c'est pas grâce uniquement à ses dirigeants, c'est grâce aussi à ses collaborateurs. Et donc, il est très important au moment de la succession de les respecter. Vous savez, il y a 2 ans, mon frère et moi, nous avons été très sollicités par des confrères, par des fonds, bien que nous sommes une petite entreprise, mais néanmoins, il y a du monde qui gravitait autour. Nous aurions pu la revendre à l'extérieur.
Néanmoins, on savait que si on la remettait à l'extérieur, ça risquait je dirais, d'amener le départ de certains collaborateurs pour des raisons financières ou autres. Et donc, nous avons tous les deux souhaité poursuivre l'aventure avec la famille, dans le but aussi de préserver ceux qui nous ont fait confiance depuis 35 ans. Ça, pour moi, c'était vraiment l'élément le plus important. Et ensuite, la deuxième valeur, bon, j'ai 4 enfants, l'aîné a 32 ans, le dernier a 24 ans, lequel choisir, donc vous avez parlé, tout à l'heure, vous disiez la compétence, bien entendu, c'est important, mais pour moi, le plus important, c'est que les enfants qui reprennent aient la volonté de poursuivre cette aventure avec nos collaborateurs. Très bien. Et quand vous dites que vous inculquez ces valeurs-là, vous le faites de quelle manière? Parce que aujourd'hui, dans le montage qui a été fait, c'est pas le sujet, mais les montages, je crois qu'il y a toutes sortes de solutions. La solution idéale n'existe pas. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Bon, nous nous sommes fait conseiller donc par un ami expert comptable, par des avocats, puis par le notaire par rapport aux autres enfants. Et puis aussi, nous sommes fait financer par le CIC d'ailleurs. En fait, ce que nous avons décidé, c'est de tenir une réunion familiale tous les ans. Bon, la dernière devait se tenir à Noël, ayant 2 filles à l'étranger, avec la période que nous vivons, ça n'a pas été possible. Je ne voulais pas le faire par visio, parce que c'est important de voir ses enfants lorsqu'on fait ce genre de réunion, où nous partageons tout. Tous mes enfants connaissent les valeurs de l'entreprise, l'endettement qu'a pris mon fils pour acheter l'entreprise, les problématiques qui existent aujourd'hui dans l'entreprise, l'associé qui a rejoint l'entreprise, nous avons partagé cette décision avec nos enfants. Donc, c'est un souci de partage de l'information au sein de mes enfants. Mais écoutez, merci beaucoup parce que c'est, je pense, une excellente illustration de tous les propos que l'on a pu tenir jusqu'à maintenant. Et puis, c'est du vécu, donc c'est encore plus crédible, on va dire. Et c'est pas terminé parce que dans le pack que nous avons, pour le moment, j'ai un enfant qui travaille avec moi. Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres? Bon, j'ai 2 de mes enfants qui ont écrit qu'ils ne souhaitaient pas intégrer l'entreprise. Le dernier n'a pas voulu écrire, donc je pense qu'il y a une petite idée derrière la tête. Mais je lui ai donné un délai, c'est-à-dire qu'il a 12 ans, 12 ans quand même, c'est pour se décider. Mais tout ça, pour bien montrer à mes enfants qu'il n'y en a pas qu'un qui peut entrer dans l'entreprise. C'est ouvert, sous réserve de faire les 3 ans à l'extérieur et les 3 ans à l'entreprise, hein, et de montrer ses compétences. Donc, et ça, c'est un point aussi qui est très important. Bien, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, ce que on vous propose maintenant de faire, c'est de répondre à vos questions. Oui, Germain, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bon, super. Bon, premièrement, merci Joël et Caroline pour votre intervention et merci Monsieur Blouin pour ce témoignage très parlant et qui a permis d'illustrer cette thématique. Alors, nous avons une question. Donc, je vais vous la poser tout de suite. Donc, la charte familiale a-t-elle une valeur juridique au même titre que les statuts de l'entreprise? Je vous laisse y répondre. Non, pour moi, la charte familiale n'a pas de valeur juridique au même titre que les statuts et le pacte d'actionnaires. Voilà ce que je peux répondre. Très clair. Merci Caroline. Je rends la parole au studio et puis je vous laisse conclure. Merci à tous et à bientôt. Merci. Bien écoutez, merci d'abord d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis bien écoutez, on vous donne rendez-vous prochainement, c'est-à-dire le mois prochain, pour notre prochain webinaire. C'est le 25 mars, consacré aux advisory boards et aux comités. Voilà, nous vous disons à très vite et excellente journée. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.